le baromètre, finalement, le baromètre confirme et constate une tendance lourde et délétère, accentuée par le confinement, mais qui préexistait déjà. Autre chiffre inquiétant, et là ça nous concerne tous en tant que professionnels de la vue, le baromètre révèle que 8 millions de Français n'ont jamais fait contrôler leur vue et que lorsqu'on en interroge les jeunes, un jeune sur 3 déclare qu'il ne sait pas à qui s'adresser. En pratique, ça veut dire qu'il y a une filière visuelle qui existe, qui est à la disposition des Français, mais que les sujets ne savent pas y avoir accès, mais que nos concitoyens ne savent pas à qui s'adresser. Il convient donc pour la SNAV qui se veut porte-parole de la filière, mais aussi pour nous tous, d'informer nos concitoyens sur les bonnes pratiques, les bonnes mesures, en particulier dans le cadre du télétravail, puisque si depuis 30 ans, dans les entreprises, les services d'ergonomie et de santé au travail avaient quand même pas mal fait les choses pour maintenir la santé et le confort visuel au travail, eh bien avec le télétravail, quel que soit l'âge auquel débute le télétravail, que ce soit l'école à la maison, que ce soit les cours à la maison pour la fac et pour les étudiants, ou que ce soit vraiment pour le télétravail, eh bien nous repartons de zéro pour préserver à domicile le même confort et la même ergonomie et de préserver de la même manière la santé visuelle de nos concitoyens. Alors Ludivine, je crois que vous avez un petit sondage sur l'ergonomie avant d'attaquer le vif du sujet. Alors, êtes-vous amené à parler de manière chronique d'ergonomie et de fatigue visuelle avec vos patients? Oui, non, je n'ai pas le temps. Il y a quand même une majorité de oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ludivine, je vous laisse mettre fin au sondage et partager les résultats. Voilà, donc vous êtes une majorité de oui, néanmoins certains de vous disent non, et pourtant vous voyez à quel point c'est important. Et puis oui, c'est vrai qu'on est tous soumis à des consultations qui vont de plus en plus vite, mais prendre le temps permet de ménager le confort et surtout la santé visuelle de nos concitoyens. Et on verra avec le docteur Bloise à quel point il est important, surtout pour les générations futures, de parler de tout ça. Du coup, nous allons détailler 3 vecteurs d'amélioration rapidement à rappeler à vos patients de manière à préserver leur confort visuel et leur santé visuelle. Alors, ces 3 axes d'amélioration, les voilà. Pour tout le monde, il faudra une meilleure lumière, une meilleure ergonomie pour une meilleure posture et plus de pauses. Et puis, pour les sujets qui sont amétropes ou qui ont une correction visuelle, il faudra également une meilleure vision. Alors, une bonne lumière, c'est une lumière qui permet non seulement de permettre le travail confié, mais aussi d'en préserver le confort et la sécurité. La bonne lumière doit donc être suffisante et homogène. Alors, suffisante, on ne va pas vous faire un cours de physiologie et d'anatomie, hein, ça, ce sont des choses que vous maîtrisez. Suffisante, ça veut dire qu'il faut garantir au système visuel suffisamment de lumière pour qu'il puisse faire fonctionner sa rétine centrale. Bon. Lorsque l'on reprend les bornes physionomiques qui permettent de faire fonctionner la rétine centrale, donc de garantir une vision efficace, sont entre 150 et 3000 lux, c'est large. Alors, si on veut être un tout petit peu plus précise, les normes AFNOR, cette fois-ci, précisent que pour que la rétine soit efficace, donc pour permettre le travail confié, il faut que l'éclairement soit d'un minimum de 500 lux, 500 lux qui sont évidemment une moyenne à adapter en fonction de la finesse de la tâche et en fonction de l'âge du sujet. Suffisant, c'est au moins 500 lux. Homogène vise à garantir tout un confort ou tout risque sur la sécurité en ménageant une non-différence de luminosité entre ce que vous regardez, c'est ce qu'on appelle l'ergorama, et le fond qui l'entoure, c'est ce qu'on appelle le panorama. Là aussi, l'AFNOR donne des précisions que le Code du travail ne donne pas. Il demande un panorama à 300 lux et un ergorama à 500 lux, qui est également aménagé en fonction et à moduler en fonction de l'individu, de son âge et de ses éventuelles pathologies. Alors, ces sources de lumière suffisantes et homogènes peuvent être constituées de 3 parties.
Première partie évidente, surtout à l'heure actuelle et surtout avec ce que le docteur Bloise va nous raconter tout à l'heure. La lumière naturelle nous est indispensable, d'abord parce qu'elle est très homogène et de luminosité élevée, qu'elle contribue à notre équilibre biologique et physiologique, et puis parce qu'elle maintient notre vigilance avec cette fameuse régulation des rythmes circadiens. Alors, cette lumière est importante, cette lumière est nécessaire, cette lumière est même salvatrice pour nos enfants et pour les jeunes. Néanmoins, elle dépend de l'orientation des ouvrants, de la période de la journée et de l'année et de l'emplacement du poste de travail. On va, en santé au travail, dans le code du travail, considérer que en dehors de 6 mètres à plus de 6 mètres d'une source d'éclairage naturel, vous êtes considéré en zone aveugle, c'est-à-dire que vous êtes considéré en n'ayant pas de lumière naturelle. Bien. Suffisante, d'accord. Néanmoins, cette luminosité naturelle varie, est très variable dans l'espace, dans le temps et en fonction des heures de la journée. Donc, elle peut être éventuellement vecteur soit de défaut de luminosité, soit de défaut d'éclairement avec ce qu'on appelle les zones aveugles, vulgairement c'est ce qu'on appelle les ombres portées, ou alors éventuellement être vecteur à l'inverse d'un éblouissement direct si votre écran est positionné devant une fenêtre, ou d'éblouissement indirect si la fenêtre est derrière vous et se reflète soit sur votre écran, soit sur le mobile. Pour préserver et pour homogénéiser la lumière naturelle qui nous est indispensable, il faut donc bénéficier d'une lumière artificielle d'ambiance qui a pour but d'homogénéiser cette fameuse lumière naturelle qui est donc à allumer en permanence, même de jour. De jour, elle vous éliminera et elle vous annulera l'effet zone aveugle. De nuit, elle viendra compenser la baisse de la lumière naturelle. Cette lumière doit donc être vecteur d'homogénéité, elle doit être suffisante, mais elle ne doit pas non plus être vecteur d'inconfort. Alors, si je reprends les normes de l'AFNOR de tout à l'heure, le confort visuel est donc en moyenne généré par un éclairement qui se situe entre un panorama à 300 lux et un ergorama à 500 lux, donc autour de 400 lux. Or, si vous regardez le diagramme du confort visuel en fonction de la température chromatique de la source, vous vous apercevez qu'en fait, ces fameux 400 lux correspondent au niveau du confort visuel à des températures chromatiques entre 3000 et 4000 degrés Kelvin, c'est-à-dire des températures chromatiques entre le blanc et le blanc chaud, et pas du tout dans le blanc froid. Non. Ceci étant dit, suffisant, homogène. Homogène veut dire que vous ne devez pas avoir de source d'éblouissement ponctuel au-dessus de votre axe visuel, que ce soit devant vous pour l'éblouissement direct ou derrière vous pour l'éblouissement indirect. Et qu'il vaudra mieux, parce que la luminance diminue avec la taille de la source, privilégier des sources larges à défaut des sources ponctuelles. Ça, c'est pour tout le monde. Vous pouvez, puisque la lumière doit s'ajuster en fonction de l'âge, avoir besoin d'une lumière individuelle personnalisée qui ne vient qu'en complément et de la lumière naturelle et de la lumière d'ambiance et qui va venir pallier l'inhomogénéité de cette lumière ou le déficit de lumière dû à l'âge ou éventuellement pallier le déficit et la baisse de la lumière du jour. D'autant plus si la baisse de la transparence des milieux, la perte du myosis physiologique et les débuts de la presbytie augmentent le besoin en éclairement. On considère qu'à partir de 45 ans, les besoins en éclairement augmentent de 50%. Donc, si on était sur un ergorama à 500 lux, chez un plus de 45 ans, on sera plutôt sur un ergorama à 750 lux. Voilà pour la lumière suffisante, homogène et adaptable. À partir de là, vous avez suffisamment de lumière, néanmoins, vous devez pouvoir vous adapter à votre environnement et votre environnement va devoir s'adapter à vous pour éviter la souffrance de votre squelette de manière générale. C'est ce qu'on appelle les TMS. Alors, à titre indicatif, les fameuses TMS, troubles musculo-squelettiques, ont coûté, selon l'assurance maladie l'année dernière, 780 millions d'euros et 8 millions d'arrêts de travail, de journées d'arrêt de travail. Donc, il convient donc quand même de s'en occuper pour la santé publique. Alors, quand on traite de l'ergonomie, lorsqu'on traite de la position, de la manière dont on s'installe au travail, c'est un peu comme quand vous louez une voiture. Quand vous louez une voiture, la première chose que vous allez faire, c'est régler votre chaise, régler votre siège et votre assise en profondeur et en inclinaison. Ensuite, vous allez régler votre volant pour qu'il soit confortable. Et enfin, vous allez régler votre rétroviseur. Eh bien, dans l'installation d'un poste de travail, c'est exactement la même chose.
On va commencer par la chaise, de manière à ce que le dossier repose au moins en 2 points sur le dos, de manière à ne pas créer de tension sur le dos. Et ensuite, la profondeur de l'assise, de manière à ce que le bord de votre siège n'appuie pas sur l'arrière de votre genou et donc ménage votre confort visuel. À partir du moment où on a géré le dossier et la profondeur de l'assise, on gère la hauteur du siège de manière à ce que les cuisses reposent à l'horizontale et que les mollets soient perpendiculaires. On va ensuite gérer les mouvements des bras, des coudes, des avant-bras et des poignets. Votre bras doit être relâché le long de votre buste. Votre coude doit former un angle droit avec le poignet dans la continuité. Vous pouvez éventuellement vous aider avec les accoudoirs qui permettront de faire reposer votre bras. Néanmoins, votre poignet, lui, devra reposer sur le bureau qui devra donc être réglé à la hauteur qui correspond à l'alignement de votre poignet et de votre main avec votre avant-bras. Et enfin, on va s'occuper de l'écran. Alors l'écran, lui, va répondre à 3 critères de manière à préserver le confort et l'efficacité du système visuel. Premier critère, il s'agit de la distance d'observation. Tout petit rappel, votre zone centrale rétinienne maculaire qui vous permet de voir le détail et la couleur ne représente que finalement les 30 degrés centraux de votre champ visuel. Donc, si vous n'éloignez pas suffisamment votre écran de manière à avoir l'intégralité de votre écran suivant l'axe visuel, eh bien, vous serez obligé d'avoir des mouvements de balayage. Il faut donc que votre écran soit situé à au moins 30 degrés de votre axe visuel. Autrement dit, si on fait un calcul trigonométrique de pacotille, à 1,5 fois la diagonale de l'écran, ce qui correspond à 3,75 pouces par centimètre par pouce, excusez-moi. Alors, classiquement, ça veut donc dire que si vous utilisez un écran d'ordinateur portable de taille 15,6 pouces, vous faites un calcul, ça revient à une distance minimale d'observation de 58 cm. Alors 58 cm, à la louche, c'est la longueur de vos bras lorsque vous avez les paumes fléchies. En pratique, ça veut dire que quand vous utilisez un écran d'ordinateur portable, il faut que vos paumes ne touchent pas le haut de votre écran. Si vous utilisez cette fois-ci un écran d'ordinateur fixe, de type 20 pouces, et 20 pouces, ce n'est pas très grand, il va falloir que votre écran soit au minimum à 70 cm, ce qui correspond à la longueur de vos bras, cette fois-ci paume tendue, donc il ne faut pas que vos doigts touchent le haut de votre écran. Voilà pour la distance. Pour la hauteur et pour l'installation, on gère 2 paramètres cette fois-ci. Le premier paramètre, et je pense que vous en avez beaucoup entendu parler dans vos cabinets, sont les syndromes de sécheresse oculaire. Alors, je mets beaucoup de guillemets à sécheresse oculaire parce que ce ne sont pas des vrais syndromes de sécheresse oculaire. Vous n'avez pas, lorsque les gens se plaignent de kératite, de conjonctivite à répétition ou d'œdème, ce ne sont pas des vrais syndromes de sécheresse oculaire, mais c'est le fameux syndrome de « j'ai les yeux qui piquent, j'ai les yeux qui brûlent ». En fait, la problématique, c'est que votre clignement pour être efficace, votre clignement pour être correct, doit ne pas éroder le système visuel et que du coup, le système visuel va diminuer la fréquence et l'amplitude du clignement lorsque l'on va passer du temps sur les écrans. La solution, la meilleure solution, c'est de déporter, de favoriser les axes visuels vers le bas, donc d'avoir l'intégralité de son champ de regard vers le bas, de manière à réduire la taille de votre ouverture palpébrale et donc à diminuer l'évaporation des larmes. D'autant plus que, d'un point de vue structure et ergonomie bête, l'homme a tendance à conserver son axe primaire lorsqu'il regarde un objet, de manière à avoir un axe visuel équilibré, ce qui veut dire que quand on va lui présenter une cible vers le bas, il aura tendance à baisser la tête si cette cible se déporte vraiment vers le bas. Or, elle est lourde, votre tête, très lourde. En position primaire sans déclivité, elle pèse déjà 4 kg. Si plus vous la baissez, plus elle va peser lourd sur vos cervicales. Alors, sur le premier schéma, vous avez un écran d'ordinateur fixe. Deuxième schéma, un portable. Troisième schéma, une tablette. Quatrième schéma, un téléphone portable. 27 kg de tension sur votre dos. 27 kg, c'est le poids d'un enfant de 10 ans. Voilà. Et les conséquences ne tarderont pas à se faire sentir, puisque l'Association française de chiropraxie déclare que les cervicalgies touchent
67% de la population dans le courant de sa vie et 30 à 50% des adultes en chronique. De manière donc à préserver cette fois-ci le confort visuel au niveau de la sécheresse oculaire et des tensions au niveau du cou, il conviendra donc de placer les écrans droit devant vous en favorisant uniquement les regards vers le bas, c'est-à-dire en plaçant le haut de votre écran face à votre axe visuel avec une légère déclivité de 10%, de 10 degrés. Bon. Cette dernière règle est à relativiser pour les porteurs de verres progressifs. Alors, vous savez que les visions intermédiaires qui correspondent à l'usage des ordinateurs classiquement sont légèrement déportées de 18 degrés en deçà de l'axe visuel. Donc, si vous mettez le haut de votre écran face à l'axe visuel qui sera vu par la vision de loin, vous aurez des têtes qui partiront vers l'arrière. Donc, lorsqu'on a un écran d'ordinateur portable ou d'ordinateur fixe avec des sujets qui portent des verres progressifs, on descend les écrans d'une dizaine de centimètres, à peu près la hauteur d'une main. Bonne distance, bonne lumière, bonne ergonomie, bonne distance, bonne installation et faites des pauses. Héritage de l'homme des cavernes, notre système visuel n'a pas réussi à s'adapter à l'évolution de la technologie et à l'évolution trop rapide de l'usage des écrans. Donc, il faut lui rappeler régulièrement que la vision de loin et la lumière naturelle, ça existe. Donc, les pauses, vous le voyez sur le fond d'écran de Frédéric, c'est parfait. Voilà. Les pauses recommandées, c'est toutes les 20 minutes d'usage d'écran, quel que soit l'écran, télévision, ordinateur, tablette et téléphone. Ménagez-vous 20 secondes de pause en regardant à 20 yards, 20 pieds, ce qui correspond à 6 mètres, et tant qu'à faire dehors, de manière à vous exposer à la lumière naturelle. Concrètement, une bonne installation, et ce, pour tout le monde, de manière à ménager votre système visuel, c'est une bonne lumière, suffisante, homogène, en partie naturelle et adaptable, une bonne installation, un mobilier mat et adaptable, un écran qui soit perpendiculaire aux fenêtres, positionné droit devant à 1,5 fois la diagonale de l'écran avec principalement le haut de l'écran face à votre axe visuel et des pauses régulières. Néanmoins, et ce sera ma dernière slide, si vous faites tout ça, mais que vous souffrez d'une vision qui soit mal corrigée ou qui ne soit pas efficiente, ça ne fonctionnera pas non plus, vous souffrirez de symptômes de fatigue visuelle. Dernier chiffre, avant de passer la parole au docteur Bloise qui va nous détailler amplement toutes les conséquences d'une mauvaise vision sur écran. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a à l'heure actuelle en déclaratif 4 Français sur 5 qui sont porteurs d'une correction prescrite, qu'elle soit en lentille de contact ou en lunettes. Et la bonne nouvelle sur la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus 8 points chez les porteurs jeunes. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les sujets qui sont porteurs ne portent pas correctement leurs lunettes ou leurs corrections. On a 34% des porteurs qui ne portent pas leurs lunettes pour conduire. Voilà. On a 44% des porteurs qui ne portent pas leurs lunettes sur un écran. Et on avait, puisque maintenant ça n'est plus d'actualité, 43% des porteurs qui ont préféré porter leur masque plutôt que leurs lunettes durant toute cette période de confinement. Vous comprenez bien que l'information de vos clients, de vos patients, l'information de nos concitoyens sur une bonne installation, mais surtout sur la manière dont ils doivent porter leur correction, est un vecteur d'amélioration et un vecteur d'espoir pour l'avenir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez bien poser. Merci beaucoup. Donc, je passe. Écran partagé. Super. C'est tout bon. Mais c'est pour le passage. Pas... Mettez-le en mode présentation. Oui. Hop. Et après, c'est à vous. Vous faites avec les flèches, comme vous avez l'habitude. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Donc là, on va parler d'une chose qui, effectivement, comme a dit François, ce soir est peut-être, on ne va pas dire complètement has-been, parce que le masque, il va falloir continuer à le porter au moins dans les endroits confinés, donc je pense au travail.
Et effectivement, qui n'a pas entendu parler pendant cette période de confinement des personnes ou des patients qui se plaignaient de buée, du port de lunettes. Et du coup, ils commencent à en avoir marre de leurs lunettes. Et beaucoup étaient demandeurs de façon spontanée de passer à des lentilles de contact. Alors, la demande spontanée, il faut s'en méfier, surtout quand c'est dans ce type de conditions où on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que éventuellement de passer à des lentilles. Alors, 66% des patients font une demande spontanée. Ça, c'est suite à un sondage qui avait été fait online fin d'année 2020. Et on a constaté que la moitié des patients la moitié des 66% étaient des gens entre 20 et 40 ans, donc plutôt des jeunes. Là, j'allais dire l'adaptation aux lentilles assez facile. Et un tiers avait plus de 40 ans. Donc là, je pense qu'il fallait vraiment, vraiment s'assurer de la motivation du porteur pour bien expliquer ce que c'est la vision simultanée et se lancer dans une adaptation de lentilles progressive. Je veux dire, il fallait éviter tous les gens qui étaient un peu fantaisistes parce qu'ils se sont dit, bon, c'est très facile. Voilà, fallait quand même mettre un petit peu les points sur les i pour leur expliquer qu'il y avait une adaptation, que la vision, ce n'est pas la même qu'avec des lunettes. Mais bon, il y a eu beaucoup de demandes. Mais sur ces demandes, il fallait quand même faire attention. Et que ce soit pour une première adaptation ou pour un renouvellement de lentilles, il fallait, alors que ce soit pendant la période de confinement ou en dehors, enfin, pas confinement, pendant la période Covid ou hors Covid, il faut expliquer, insister et répéter toutes les règles de bonne utilisation des lentilles. Alors déjà, dans un premier temps, au niveau de l'entretien, c'est-à-dire que la moindre des choses, c'est de respecter le renouvellement. Une journalière, c'est un jour, 15 jours ou un mois. Que les lentilles, au-delà d'un jour, elles s'entretiennent. Que lorsqu'on les utilise avec des solutions multifonctions, il faut penser à les masser et à les rincer, à la pose et au retrait, qu'il faut vider les étuis à chaque utilisation, le sécher, le poser retourner sur un mouchoir en papier pour qu'il sèche à l'air libre, et qu'il faut, bien entendu, puisque les fabricants fournissent avec les produits d'entretien à chaque fois un étui, à chaque renouvellement de flacon, renouveler l'étui. Et aussi, toujours penser aux règles d'hygiène. Alors ça, se laver les mains au savon et les sécher, depuis cette période Covid, ça, tout le monde le sait. Mais il faudra le faire aussi bien à la pose qu'au retrait, même si on est en lentille journalière. Toujours préciser qu'il faut éviter tout contact avec l'eau, quelle que soit la période, ne pas dormir avec les lentilles et limiter les contacts avec des mains pas très propres, avec les yeux, la bouche et le nez pour éviter le transfert de ce fameux Covid qui nous a un petit peu pourri la vie pendant cette année et demie qui vient de passer. Et quel que soit le port nocturne, c'est vraiment quelque chose à éviter, quelles que soient les conditions, et en particulier quand on a des problèmes au niveau de la sphère ORL, et encore plus si on a un problème de Covid. Voilà, ça c'était une petite mise au point pour, j'allais dire, les adultes et les lentilles. Maintenant, on va voir plus précisément chez les enfants. Donc, ces périodes de confinement ont été donc plus ou moins strictes en fonction de la période, de la région et des pays. Mais quoi qu'il en soit, cette période a réuni toutes les conditions pour voir soit apparaître, soit évoluer une myopie. D'ailleurs, les Asiatiques, les Chinois qui sont toujours en avance et qui nous ont envoyé le Covid, ont fait une étude fin mai 2020, donc 5 mois après le début de leur confinement. Mais cette étude, ils la faisaient chaque année déjà depuis 2016. Donc, ils ont regardé des enfants de 6 à 13 ans, ont fait le calcul de leur équivalence sphérique. Le petit bémol de cette étude, c'est qu'elle a été faite sans cycloplégie et ils ont apprécié l'évolution de la myopie dans le temps. Donc, ce qu'ils ont pu constater, c'est que les résultats sont statistiquement significatifs pour les enfants de 6 à 8 ans, où on a vu qu'il y a une myopisation de l'équivalence sphérique, mais aussi on a vu une augmentation
de la prévalence de la myopie dans cette population de 6 à 8 ans. Par contre, au-delà de 8 ans, il y a une évolution, mais elle n'est pas statistiquement significative. Et chez les Asiatiques, à 13 ans, 80% des enfants sont myopes, alors que nous sommes dans les 25 à 30% pour nous en Europe. Et ça, c'est des résultats 5 mois après leur premier confinement. À aujourd'hui, qu'en est-il? Il va y avoir leur étude qui va ressortir, je pense, ce printemps ou cet été, qui va nous dire de façon plus précise où on en est aujourd'hui. Donc, un petit rappel, à partir de 6 ans, la courbure cornéenne ne change pas. Donc, s'il y a une myopie, elle ne peut être liée qu'à l'augmentation de la longueur axiale. D'où l'importance, dès qu'on voit apparaître la moindre petite myopie ou sur une très faible hypermétropie chez des enfants aux alentours de 6 ans, mesurer la longueur axiale parce que ça sera une façon de suivre l'évolution de la myopie. Par ailleurs, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pendant longtemps, nos prédécesseurs avaient tendance à dire qu'il faut laisser les enfants myopes sous-corrigés. Ça, c'est peut-être pas une très bonne solution parce que l'idéal, c'est d'avoir une image rétinienne optimale et que le flou visuel n'a vraiment aucun intérêt dans la freination de la myopie. Les confinements ont donc changé nos habitudes et nos activités. On a passé moins de temps en extérieur et plus d'activités sur tout ce qui est proximité. Et comme vous pouvez le voir sur cette affiche, on a l'impression qu'à chacun son écran et que la taille de l'écran augmente avec l'âge. Alors, le temps passé en extérieur. Des études de 2008 déjà et 2009, une en Australie et l'autre à Singapour, ont montré que les enfants qui pratiquent peu d'activités en extérieur sont en moyenne plus myopes que les autres qui pratiquent des activités en plein air. Et que le peu d'activités extérieures avec une activité de près plus importante multiplie par 3 le risque d'être myope. En fait, c'est le fait d'être en extérieur, c'est-à-dire en lumière naturelle, qui permet de ne pas avoir la myopie qui évolue. Ce n'est pas le fait de faire une activité sportive ou pas. Donc, par quel mécanisme tout ça? Donc déjà, la lumière, elle intervient en fonction de son intensité et de sa composition spectrale. Et on sait qu'elle a un rôle protecteur, ça a été déjà démontré depuis longtemps, sur la freination de la myopie. Alors, vous allez me dire des travaux sur des poussins, oui, mais c'est une information qui est importante puisque on a distingué donc 3 groupes de poussins qu'on a soumis à des intensités lumineuses faibles, moyennes ou fortes. Et on s'est rendu compte que l'intensité lumineuse est un facteur très simple, environnemental, d'émétropisation du globe oculaire. Par quel mécanisme? Alors, soit le premier mécanisme, c'est l'idée de dire une forte lumière va provoquer un myosis. Ce myosis va augmenter la profondeur de champ, donc diminuer le flou rétinien. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, sur laquelle on s'oriente un petit peu plus aujourd'hui, c'est que la lumière provoque la sécrétion de dopamine et que, on le sait depuis longtemps, puisqu'on le sait déjà depuis 1989, la dopamine est un antagoniste du développement de la myopie. Alors, un petit rappel sur le spectre de la lumière. Donc, nous, dans la lumière visible, elle est entourée de 2 parties invisibles, les infrarouges, qui sont des hautes longueurs d'onde, mais à faible énergie, et les ultraviolets, qui sont des longueurs d'onde faibles, mais à forte énergie. Et la lumière bleue se situe entre la lumière visible et les ultraviolets, à cheval sur les deux. Donc, un petit sondage sur la lumière bleue, Ludivine. Est-ce qu'on peut lancer le sondage? Voilà. Déjà, première question, est-ce que vous prescrivez systématiquement ou pas des verres anti-lumière bleue? Ou est-ce que ça dépend de l'âge du patient? Et est-ce que vous les prescrivez plutôt adultes, enfants, quel que soit l'âge?
Allez, encore un petit effort pour répondre. On a quelques indécis. On aurait dû mettre, ça dépend. Bon, ben, on va peut-être clôturer le sondage. Donc, vous êtes quand même la moitié à prescrire des verres anti-lumière bleue, a priori en fonction de l'âge, et plus aux adultes qu'aux enfants. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, on va voir et je vais essayer de vous donner pas que mon avis, mais un petit peu ce qui ressort des différentes études. Mais c'est quand même pas facile dans toutes ces études de faire le tri et de prendre parti, j'allais dire. Donc, la lumière bleue, vous le savez, elle est entre 380 et 500 nanomètres. Elle est divisée en 3 types de lumière bleue. La lumière bleue turquoise, qui est celle pour le rythme biologique, la lumière bleu-violette que l'on sait nocive pour la macula, et la lumière violette, qui empêcherait l'apparition de la myopie et de son évolution. Alors, pourquoi ça n'avance plus ? Je n'arrive plus à faire avancer les diapos. Ça chauffe peut-être un peu. Essayez de… Ce que je fais. Faites échappe pour ressortir du diaporama. Et même le échappe ne me fonctionne plus. Ah. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est partager. Je peux partager. Et vous faites passer les diapos. Je peux partager les diapositives, moi, de mon côté. Ok, on va faire comme ça. Alors, voilà. Donc, je passe les diapositives pour vous, docteur Boaz. Ok, donc la suivante, du coup. Donc, la lumière violette, comme je viens de vous le dire, elle a un effet freinateur sur la myopie. Et des études donc, sur des poussins, mais aussi des études cliniques rétrospectives chez l'homme, constatent qu'il existe un lien entre la lumière violette et la myopie par l'intermédiaire d'un gène, qui est le gène EGR1, qui donc, lui, est régulé par cette lumière violette. Le problème, c'est que cette longueur d'onde, elle est complètement absente de notre vie moderne, dans tout ce qui est intérieur, mais même aussi en extérieur, parce qu'on a tendance à porter des lunettes ou des lentilles avec toujours une recherche de filtres ultraviolets, sachant que en lentilles, on n'a pas, enfin oui, il existe quelques lentilles anti-lumière bleue, mais c'est quand même pas la majorité, c'est plutôt des lentilles anti-UV, et que l'on a donc tendance à être moins exposé au soleil. Diapo suivante. Donc, une étude a été faite d'abord sur des adultes avec une implantation réfractive avec des implants, soit qui bloquent la lumière violette, soit qui ne la bloquaient pas. Un clic. Et à 5 ans, on s'est rendu compte qu'on avait une progression de la myopie et de la longueur axiale chez les gens à qui on bloquait le passage de la lumière violette. Un clic. Une autre étude, là, chez des plus jeunes, sur des enfants myopes, on peut passer la suivante, pardon. Donc, une étude, elle aussi rétrospective, sur des jeunes Japonais qui avaient des myopies supérieures à 1 dioptrie, avec 2 sous-groupes, lunettes qui bloquent ou lunettes qui ne bloquent pas la myopie, et lentilles qui bloquent la lumière violette et l'autre qui ne la bloque pas. Et là aussi, on s'est rendu compte à 5 ans que la longueur axiale évoluait lorsque on bloquait la lumière violette. Donc, une exposition à la lumière violette peut contribuer à la réduction de la progression de la myopie et aussi à l'allongement du globe. Diapo suivante. Cette fameuse lumière violette qui, elle, se situe entre 360 et 400 nanomètres, elle montre que son déficit chronique est un facteur de risque pour l'apparition et l'évolution de la myopie. Il y a une étude en 2019 chez des Japonais qui a montré qu'en effet, l'effet de la lumière sur la freination de la myopie est lié plus particulièrement à la partie longueur d'onde violette.
Donc, ces résultats mettent un petit peu en cause, ou pas, mais ça sera à vous de vous faire votre opinion, sur l'intérêt des filtres anti-lumière bleue sur les lunettes et les enfants, en particulier chez les myopes. Diapo suivante. Donc, où est-ce qu'on trouve cette lumière violette? Essentiellement en extérieur. Et le problème, c'est qu'actuellement, on filtre toutes ces lumières avec… on utilise énormément de filtres pour freiner cette lumière. Donc, c'est le soleil qui nous apporte la lumière violette. Diapo suivante. Suivante. Alors après, au niveau des lumières artificielles, là, c'est un petit peu plus délicat parce que il existe, comme vous le voyez sur la partie gauche, les différences entre lumière du jour, lampe halogène et LED. LED qui sont les lumières que l'on utilise actuellement sur tous nos écrans, que ce soit un portable, un ordinateur ou un smartphone, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pic de lumière bleue qui est présent sur ces écrans ont des fluences qui sont très faibles, entre 0,034 et 0,380, sachant que le seuil de toxicité est presque 1000 fois supérieur. Donc, il faut relativiser ce pic de lumière bleue sur les écrans, sachant qu'au niveau de la lumière naturelle, on a des fluences qui sont 1000 fois supérieures. Donc, il faut relativiser là encore aussi les choses par rapport à la distance de la source lumineuse. C'est vrai que la lumière du soleil, elle est très loin de nous, donc il est préférable une lumière solaire qu'une lumière sur un écran, mais il faut relativiser la toxicité de ces LED sur les écrans. Donc, diapo suivante, la lumière, donc on a vu son intensité, son spectre et sa fluence, un clic. Elle est nocive, on le sait, pour tout ce qui est cristallin et rétine. Alors, la nocivité de la lumière bleue sur la rétine, elle remonte à quelques années suite à des études in vitro faites par un verrier qui, lui, est très actif sur les filtres anti-lumière bleue. Mais le recul d'utilisation de ces filtres, on n'a pas de résultat aujourd'hui suffisant, on n'a pas un recul suffisant pour dire effectivement ça a empêché nos patients qui aujourd'hui sont âgés d'avoir une DMLA. D'ailleurs, l'étude que je vous ai mise en haut, qui est une étude finlandaise qui est parue en mars 2021, a montré, a essayé de prouver s'il y avait un lien entre la pose d'un implant jaune ou pas jaune, et donc de l'apparition ou de l'aggravation d'une DMLA, ça sur une population de 11 000 patients entre 2007 et 2018. Les auteurs en ont conclu qu'il n'y a aucun avantage à avoir un implant jaune, ni sur l'incidence, ni sur l'évolution de la DMLA. Et de l'autre côté, la lumière, elle protège de la myopie. Un clic. Donc là, franchement, ça commence à être un petit peu prise de tête et il faut que chacun réfléchisse un petit peu à tous ces résultats et savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette lumière bleue. L'activité de près est aussi un facteur qui a fait, on dit, responsable effectivement de l'apparition de la myopie. Mais c'est l'activité de près aussi bien écran que lecture. Hein. Ce n'est pas lié spécifiquement à l'écran. Et une méta-analyse de 2015 montre que sur des enfants de moins de 18 ans, c'était des Asiatiques, mais aussi des Caucasiens, qui regroupent un nombre de 25 000 enfants, montrent qu'il y a vraiment une association entre le travail de près et l'apparition de la myopie, avec un odds ratio qui est en moyenne à 1,14. Donc, il y a vraiment une association travail de près et myopie. La conclusion de cette revue est que, je viens de vous la dire, il y a l'association entre la myopie et la prévalence aussi de la myopie sur les jeunes enfants. La suivante. Là aussi, une autre étude qui montre que la distance, on peut revenir en arrière, la distance
Une distance inférieure à 20 cm est associée à une augmentation de la longueur axiale avec une augmentation de risque de myopie. Il n'y a pas seulement la distance qui rentre en ligne de compte, il y a aussi le temps passé qui joue un rôle sur l'apparition de la myopie. Plus on va rester longtemps en vision de près, plus la myopie peut évoluer. La diapo suivante. Donc, comment prévenir l'apparition de la myopie? De façon environnementale, pharmaceutique ou optique. De façon environnementale, l'idée est de dire la vision de près, il faut, chez les enfants en particulier, la faire à moins de 45 minutes par jour, vous imaginez, et à une distance supérieure à 20 cm. Et il faudrait passer du temps en extérieur au moins 2 heures par jour. Un clic. Donc, ça revient sur ce que disait tout à l'heure. Un clic. Docteur Bloise, est-ce que vous souhaitez qu'on déclenche le sondage? Oui. On peut déclencher le sondage sur les flux. Donc, vous sentez-vous concerné dans votre pratique quotidienne par la freination de la myopie? Oui, non, ou j'ai pas le temps de m'en occuper? Et quels sont les types de conseils que vous donnez pour prévenir tout ça? Ou quand elle est là, qu'est-ce que vous utilisez? Allez, encore quelques réponses. Je pense qu'on peut mettre fin. Bien. On va pouvoir mettre fin au sondage. Bon, déjà, je suis très agréablement surprise de voir que la freination de la myopie vous intéresse. C'est peut-être pour ça que vous assistez au webinaire aussi. Mais les conseils environnementaux, c'est très bien. C'est la première chose à faire chez, en tous les cas, les tout jeunes. Et je vois que vous… Alors, les verres défocalisants, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là, mais la majorité d'entre vous l'utilisent. Les lentilles défocalisantes aussi, et l'orthokératologie. Donc ça, c'est une très bonne, j'allais dire, une très bonne nouvelle, et je suis très contente de voir que, effectivement, vous arrivez à trouver le temps pour expliquer ce que c'est que l'évolution de la myopie. Un clic. Donc, comme pour les adultes, les enfants, ben, la règle des 3-20, toutes les 20 minutes, regardez pendant 20 secondes au-delà de 6 mètres, valable pour les enfants et pour les adultes en télétravail. La diapo suivante. Alors, sur la prévention pharmaceutique, ben, c'est l'atropine. Le mécanisme de l'atropine n'est toujours pas vraiment connu de façon précise. Différentes études, Atome 1 et Atome 2, ont permis de regarder l'effet de l'atropine sur l'équivalence sphérique, la longueur axiale, les effets secondaires et les risques de rebond. La conclusion, c'est que, on le sait maintenant, l'efficacité est dose dépendante. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser des dosages élevés, plus ce sera efficace, mais plus vous aurez d'effets secondaires et plus vous aurez des risques de rebond. Parce que l'atropine, elle semble beaucoup plus efficace sur la partie équivalence sphérique que sur la longueur axiale. La difficulté de l'atropine, enfin, pour moi qui suis en province, c'est que ça se commande sur les sites des hôpitaux de Paris. Alors, c'est faisable, il y a des formulaires pour les commander, tout est mis en place, mais il faut savoir quand même qu'un flacon d'atropine, mine de rien, hein, ça coûte dans les 130 €, voire 145 € par mois. Donc, ce n'est pas aussi anodin que ça. Mais là, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a une prise en charge. Diapo suivante. Les préventions optiques, donc la première qui a été utilisée pour la freination de la myopie, il faut quand même lui reconnaître ça, c'est l'orthokératologie. Ensuite, c'est la lentille souple défocalisante. Et depuis peu, les lunettes défocalisantes avec le système DIMS ou le système HALT. Quel que soit le système, on a 50 à 60% de freination de la myopie. On n'est pas bien sûr à 100%, mais si un enfant, au lieu d'évoluer d'une dioptrie par an, évolue de 0,25, c'est toujours ça de gagner pour la suite, pour son âge adulte. Donc, les moyens optiques, diapo suivante, utilisent le même principe, c'est-à-dire, un clic, la défocus myopique. L'œil d'un myope est trop long, donc l'image se fait en avant.
Dans les systèmes classiques, on ramène l'image centrale sur la rétine, mais il reste toujours cette partie en moyenne périphérie qui reste en arrière de la rétine et qui semble, elle, donner un signal à l'œil pour dire « il faut que je retrouve ces images, donc je vais m'allonger ». Le défocus myopique de nos systèmes optiques va permettre de ramener, donc, pour que la vision soit vue nette, l'image sur la macula, mais aussi de ramener en avant de la rétine les rayons périphériques. Diapo suivante. Donc, les conséquences de la myopie, il y en a aussi bien sur les individus, parce que ça a une influence sur le résultat scolaire des enfants, ça a une influence aussi sur leur qualité de vie, le bien-être personnel et psychologique, mais ça a aussi une influence sur la société, puisqu'aujourd'hui, par exemple, au niveau des États-Unis en 2018, la myopie par rapport aux autres comorbidités, elle se classe au niveau coût au 11e rang, devant l'insuffisance cardiaque congestive et devant le cancer du poumon et du sein. Donc, ça veut dire que ça va prendre de l'ampleur et que ça a un coût important pour la société. Diapo suivante. Ce poster présenté par Johnson & Johnson à l'Arvo a montré, et cette étude, elle est, je trouve, bien faite parce que elle propose un modèle global d'économie et d'impact sur la société de la myopie et de ses risques. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple de la France, 2019-2050, la prévalence de la myopie va passer de 36% à 56% en 2050, et la myopie élevée va passer de 3,98 à 9,70%. Et vous le savez, ce qu'on veut éviter avec tous ces discours, toutes ces études que l'on fait, toute cette prévention que l'on fait, c'est d'éviter d'avoir des myopies au-delà de -6, parce que ces myopies sont-elles à risque, plus de cataracte, plus de glaucome, décollement de rétine, choroïdose myopique, qui sont des pathologies qui peuvent rendre les patients déficients visuels. Et lorsqu'on regarde la part de la myopie dans la déficience visuelle modérée à sévère, ça sera en 2050, elle représentera plus de 93%, et en particulier, au niveau de la cécité, plus de 144%. Donc, c'est important d'en tenir compte aujourd'hui pour prévenir plus tard. Diapo suivante. Les coûts médicaux directs liés à la myopie en France vont augmenter de 11 milliards. Et ces coûts médicaux correspondent à tout ce qui est visite ophtalmo, lunettes, lentilles, chirurgie, cataracte, chirurgie glaucome et chirurgie de la rétine. Diapo suivante. Alors, question, doit-on utiliser à tout prix des filtres anti-lumière bleue? Doit-on interdire les écrans? Bon, ça, je pense que c'est un peu raté. Et doit-on prévenir l'évolution de la myopie? Et faut-il en parler aux jeunes myopes ou même aux tout petits hypermétropes éventuellement chez les jeunes qui, on le sait, lorsqu'il y a une toute petite hypermétropie à l'âge de 6 ans, le risque de passage à la myopie à l'adolescence risque d'être plus importante. Diapo suivante. La diapo suivante. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions et qu'on a encore le temps, je suis à votre disposition. Alors oui, effectivement, Dr Bloise, il y a plusieurs questions qui sont arrivées pendant votre présentation. La première était de vous demander quelle était la définition des verres afocalisants. S'agissait-il de verres défocalisants, pardon, s'agissait-il de verres à variation de puissance? Non, c'est les verres. C'est dommage, on n'a pas mis d'image. En fait, la zone centrale est libre, c'est une vision de loin. Dans le système DIMS, il y a des petits lenticules tout autour à des puissances différentes qui viennent défocaliser la périphérie. Ça, c'est pour le système DIMS. Pour le système ALT, c'est un peu le même principe, la zone centrale qui est libre et des zones concentriques, si je peux me permettre, qui ressembleraient presque à votre lentille multifocale. Mais ce n'est pas une progression qui se fait du centre vers la périphérie. Le centre est toujours libre, c'est la zone en moyenne périphérie où il y a l'effet. Sur une photo, il y a une diapo où on voit, si vous pouvez revenir en arrière,
où on voit un petit peu le principe. Alors, attendez. Et là où il y a les principes optiques, on voit en petit le verre avec le principe d'IMS. Ouais, je vais repartager mon écran. Excusez-moi. Bon, s'il y a d'autres questions en attendant. Eh ben, quelqu'un demandait quels étaient les différents types de verres défocalisants qui existaient. Ben, il y en a deux. Alors, est-ce qu'on peut dire les noms des laboratoires ou pas? Oui, allez-y. Il y a celui de Hoya qui s'appelle Miosmart et il y a celui de Essilor qui s'appelle Stellest. Je ne sais pas si vous voyez sur les lunettes. Non. Oui, est-ce que là, vous voyez ce que je bouge? Non. Hein. Non, est-ce que c'est ici, là? En fait, moi, du coup, je vais réduire ça peut-être. Voilà, ça ne se voit pas trop. Hein. Ça ne se voit pas trop. Alors, Ben, attendez. oui, vous le voyez bien dans le reflet. Si, moi je vois bien la flèche là. Oui. Attendez, Ah, regarde. tu vois ma flèche là? Oui. Non, la mienne, non. C'est moi qui. Ah, c'est vous. Ah, pardon. Voilà. Regardez, Là, voilà, avec le fort grossissement, on voit mieux. Donc, la zone centrale est complètement libre. Là, c'est vraiment la puissance vision de loin. Et tout autour, il y a ces petits lenticules qui viennent rediriger les rayons lumineux en moyenne périphérie et qui sont tous de puissances différentes avec, entre chaque petit lenticule, la vision de loin. Et en fait, ça ne gêne pas, surtout des enfants qui ne conduisent pas. Alors, merci, Dr Bloise, pour cette réponse. Un participant relève que votre présentation est riche de nombreuses informations et que c'est vraiment très, très intéressant et demande dans quelles conditions et quels moyens serait-il possible d'avoir ces informations un peu plus en détail pour pouvoir les relire à tête reposée. Est-ce que je crois qu'il va y avoir un replay, non? Alors voilà, on a enregistré la session, donc tout à fait, normalement, l'enregistrement sera envoyé aux participants dans les jours qui vont suivre. Donc, du coup, vous pourrez la regarder de façon plus calme, prendre les références, ça sera plus facile que pendant la présentation. Donc, merci. Quelqu'un d'autre demande quelle est la prise en charge financière de ces verres défocalisants? Alors, rien de plus que des verres classiques. Mais ils coûtent plus cher. Ok. Est-ce que, oui, je peux dire le prix, grosso modo, conseillé? Oui, vous pouvez. C'est des verres qui sont conseillés à un prix de vente conseillé dans les 170 € le verre. Mais la prise en charge, c'est comme un verre classique. Il n'y a pas de prise en charge supplémentaire pour le moment. Et cette même personne demande si un suivi mensuel ou rapproché est indispensable. Alors, le suivi, que ce soit, quel que soit le type de prévention, c'est à partir du moment où ils ont leur prescription, c'est 3 mois et 6 mois, avec, si c'est possible, une longueur axiale, pour voir que ça concorde bien. Et si possible, une cycloplégie. En tous les cas, pour démarrer, peut-être pas à 6 mois, mais à 1 an, oui. Surtout quand on voit des évolutions, surtout si la longueur axiale ne correspond pas à l'équivalence sphérique. Si on a une grosse évolution en sphère et que la longueur axiale ne semble pas avoir augmenté tant que ça. Ok. Donc là, c'était les questions en plus sur la freination de la myopie. Il y avait une question sur la lumière bleue. La question était de savoir si les verres anti-lumière bleue qui existent aujourd'hui ne filtrent pas uniquement les longueurs d'onde toxiques, mais laissent passer malgré tout le bleu turquoise et le violet. Non. Pour le moment, je ne crois pas. Il faudrait en arriver à ça, mais pour le moment, non. Après, ça va aussi dépendre de la qualité du filtre. Il faudrait qu'on puisse savoir quelle est la gamme de longueurs d'onde qui sont filtrées. Et ça doit être faisable, mais on n'a pas l'information. Il faudrait, en fonction des fabricants, savoir le filtre. Mais filtrer les ultraviolets tout en laissant passer la lumière violette, à mon avis, ça doit être compliqué. Ça doit être faisable, mais ça doit être compliqué. Effectivement. Et du coup, quelqu'un demande si vous le déconseillez aux enfants. Je suis en train de le faire, mais la difficulté, c'est les parents qui ont toujours entendu parler
que la lumière bleue, c'était nocif, surtout la lumière bleue des écrans, comment faire passer le message que maintenant, par rapport à la myopie, c'est bien que ça passe. C'est un peu compliqué, mais logiquement, dans d'autres études que j'avais regardées, ils avaient tendance à dire, pour les myopes, on ne filtre pas, on filtre pas la lumière bleue. Pour les hypermétropes, pour permettre l'élongation, pour permettre de rattraper une taille, on pourrait le filtrer. Effectivement. C'est compliqué. Quelqu'un suggère, est-ce qu'il faudrait un filtre lumière bleue pour le travail de bureau intensif et un autre équipement lunettes avec des verres sans filtre à l'extérieur? C'est exactement ce qu'on conseille. Oui. Mais vous imaginez 2 paires de lunettes? C'est au niveau du coût, j'allais dire que… Bon, après, j'avoue que les parents qui, eux, sont myopes, qui ont des enfants qui deviennent myopes et qui s'inquiètent, ils sont prêts à tout. Hein. Mais justement, pour revenir chez les myopes et concernant la frénation de la myopie, à partir et jusqu'à quel âge peuvent être prescrits les verres défocalisants? Peut-on les prescrire sur des myopies légèrement évolutives sur des patients de plus de 25 ans? Alors, les études, elles sont faites chez les enfants. Alors, l'idée de le mettre chez des adultes me paraît possible. Ce que j'ai peur, parce que pour le moment, je n'en ai pas prescrit aux adultes, mais ce que j'ai peur, c'est que, parce que ça crée des aberrations malgré tout. L'enfant, il n'est pas trop sujet à ça parce que il ne conduit pas la nuit, il n'est pas soumis aux mêmes activités que les adultes. Ce que j'ai peur, c'est qu'un adulte, si on lui crée ces aberrations, la nuit, soit un peu, il perçoive le système optique. Parce que pour que ça freine, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc, on peut l'essayer, mais moi, j'ai essayé, je n'ai pas essayé les verres. J'ai essayé, parce que c'était plus facile, des lentilles qui freinent la myopie souple chez une adulte, elle n'a pas supporté. Parce qu'elle était gênée par les aberrations optiques. Donc, une lentille, ça se teste, un verre… c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Justement, quelqu'un demande, vous, jusqu'à quel âge vous conseillez les verres à frénation myopique? Jusqu'à 16-18 ans, sans problème. Après, s'ils ont été habitués avant, le cerveau neutralise ce phénomène d'aberration et même à 18 ans, ça pourrait aller. Mais quelqu'un qui va aller là directement, Docteur, moi, je crains un petit peu. Et les situations les plus gênantes, finalement, c'est au moment de la conduite? C'est la conduite, c'est la nuit, c'est les points lumineux. Ouais, donc c'est plus la conduite. Mais voilà, moi, la personne, vraiment, elle s'est demandé ce que je lui avais fait, quoi. Mais c'est elle qui avait été demandeuse. Hein, donc, j'avais essayé de lui expliquer, mais elle a voulu essayer. On a essayé, mais ça n'a pas marché du tout. Et donc, du coup, justement, chez quelqu'un qui aurait été équipé avec un verre Oya qui n'aurait pas été bien supporté, est-ce que ça peut être mieux avec un verre Essilor? Alors là, je n'ai pas du tout l'expérience, premièrement. Deuxièmement, le verre Essilor, il est sorti là à la SFO. Je ne sais pas du tout. Ça, je n'ai pas du tout d'expérience entre les deux types de verres. Je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Quelqu'un demande si ces verres défocalisants sont indiqués chez un enfant blyope ou myope fort malvoyant. Alors, ça dépend de la myopie forte parce que je crois que le verre, il va jusqu'à moins 10 ou moins 12, pas plus. Hein. Donc, si c'est au-delà, ça n'existe pas. Après, sur un œil en blyope, ça ne va pas résoudre le problème. Ce n'est pas plus indiqué que ça. Hein. Alors, parmi les autres questions qui affluent, quelqu'un demande jusqu'à quel âge la longueur axiale évolue-t-elle si l'œil n'est pas suffisamment exposé à la lumière du soleil? Après, ça peut évoluer tout le temps, mais surtout quand la myopie est forte.
Les myopies fortes, on se rend compte malgré tout que on a des gens qui, même à 30 ans, ont encore leur myopie qui évolue. Donc, je pense que… Alors, les petits myopes, ça finit… Enfin, les petits myopes, en dessous de -6, ça finit par se stabiliser. Mais les myopies fortes, elles ont tendance à beaucoup évoluer. La preuve en est l'étude sur les implants réfractifs. Ça continue à évoluer. Hein. Donc, ne pas hésiter à, même adulte, à aller dehors et à utiliser des moyens environnementaux pour prévenir l'évolution de la myopie. Et peut-être ne pas mettre de filtre bleu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que certains avaient des questions concernant la présentation de Véronique Morin? Je pense qu'elle était moins sujet de polémique et c'est vrai que la myopie. Ah, il y a une nouvelle question sur pourquoi. Je l'ai perdu, Ludivine. Je peux répondre aux patients lorsqu'ils nous demandent pourquoi la myopie évolue. Eh bien, déjà, elle évolue à cause de l'âge. Parce que le globe, avec l'âge, s'agrandit. Et puis, que répondre à pourquoi la myopie évolue? À part dire que c'est le phénomène même de la myopie. Donc, ou alors parce qu'on n'a pas, on est moins dehors. Parce que c'est vrai que, quelque part, vu les études et le passage entre 2019 et 2050, quand on voit la prévalence de la myopie qui augmente, c'est bien la différence, c'est le côté environnemental. Comme a dit tout à l'heure Véronique Morin, notre œil, il est fait pour voir de loin, il n'est pas fait pour voir de près à la base. Et quelqu'un qui travaille en plein air, ils sont moins myopes et moins demandeurs de correction de presbytie, ou du moins plus tard que les autres. Donc, c'est l'évolution peut-être de nos sociétés qui font aussi… Il y a toujours eu des myopes, mais il y en avait moins qu'aujourd'hui et moins que demain. Il y a une autre question, justement, quelqu'un qui dit qu'en général, la plupart des verres optiques filtrent déjà les rayons UV. Est-ce qu'il existe un verrier qui fabriquerait un verre qui ne filtre pas les UV? Je pense que alors ça, oui, je pense qu'il y a des verres sans anti-UV. Hein. Ça dépend de la matière du verre, en fait. Oui. Plus le verre est dense, plus il filtre les UV, moins il est dense, moins il filtre les UV. Donc, sur des verres de base, les organiques de base, vous n'avez pas de filtre UV intégré. Y a-t-il d'autres questions? Je n'ai pas l'impression que nous ayons d'autres questions. Donc, si Anne, tu veux faire une conclusion. Je vais faire une conclusion rapide mais simple. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Dr Bloise et Véronique Morin, merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour le partenariat qu'on a ou le travail de collaboration qu'on a entre Point Mission et Johnson & Johnson. Donc, merci à François pour son intervention et puis ce webinaire. Et merci pour votre attention et toutes vos questions. Le sujet était absolument passionnant. J'ai appris énormément de choses également. J'espère vous revoir bientôt. Merci. Et passez une bonne soirée. Merci. Très bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Bonsoir. Merci, au revoir. Bonsoir.